c'est juste d'aller dessiner des crocodiles et de les vendre sans forcément une grosse valeur. En fait, c'est exactement ce que tu dis, Nico. La plupart des projets aujourd'hui, des porteurs de projets, aujourd'hui, manquent cruellement d'une seule chose. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de finances décentralisées et surtout comment réussir un projet Web3 avec deux intervenants. Donc Nicolas qui a plus des compétences, on va dire, dans ce qui est DeFi et Benjamin qui a aussi des compétences en Web3 et surtout au niveau technique. Donc Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Yes, merci Franck pour cette interview. Alors moi je suis Nicolas Capuccio. Je suis dans un premier temps, j'ai été autodidacte un petit peu sur toute la partie finance décentralisée, où j'ai accompagné aussi différents investisseurs à comprendre, à appréhender ce qu'était la DeFi et pour pouvoir aussi se diversifier. Et aujourd'hui je suis consultant en blockchain où j'accompagne les projets de A à Z, de l'idéation à vraiment la sortie du projet, le lancement, en les accompagnant sur plusieurs piliers, plusieurs domaines, sur lesquels on est assez complémentaires avec Benjamin, que ce soit sur la partie technique, les développeurs, les tokenomics, l'économie du token, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'on va mettre derrière le projet, les business models et ensuite le marketing pour pouvoir vendre, interagir avec une communauté. Et c'est ce qu'on fait avec Benjamin, du coup, au sein de Enea. Top. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien, bonjour Franck. Alors, moi, du coup, je m'appelle Benjamin. À la base, je suis plutôt d'un côté financier, probabiliste, statisticien. Et je me suis orienté vers le Web3 et vers la technologie blockchain, un peu par hasard et par curiosité. Et de là, en fait, je me suis spécialisé à la fois dans le conseil pour les sociétés qui souhaitent s'engager au travers de cet univers pour lever des fonds, développer des projets intéressants. Et surtout, on a comblé un manque qui existait dans cette industrie, qui est le développement au sein des projets, puisque les gens qui ont des projets Web3 actuellement sont en déficit au niveau technique. Et donc, du coup, à notre échelle, on essaye de compenser ce manque et j'essaie d'apporter une compétence technique dans le développement, que ce soit développement tech, développement commercial, des projets défis et blockchain plus largement. Super. Merci Benjamin pour cette présentation. Malheureusement, on a du mal à t'entendre. Si tu me permets, je vais poser peut-être plus de questions à Nicolas pour qu'on puisse mieux entendre les réponses. Nicolas, comment faire pour réussir un projet Web3? Alors, réussir un projet Web3. Alors, réussir, c'est un grand mot. Nous, pour nous, avec Ben, tu me compléteras. Réussir un projet, déjà, avant, il faut voir la vision des porteurs des projets. OK? Parce que avant de se lancer sur un projet, c'est voir quelle est la valeur ajoutée. Est-ce que aussi c'est viable sur le long terme? Parce que faire du pump and dump, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui le font et c'est pas ce qu'on appelle vraiment réussir dans un projet, c'est vraiment aller au-delà d'une idée, ne pas lâcher et surtout vouloir apporter de la valeur au sein d'un projet en créant un écosystème. C'est là où on peut vraiment réussir et surtout, pour réussir, il faut une vraie équipe technique, une vraie équipe voilà, avec des consultants comme Ben et moi, par exemple, qui permettent vraiment de structurer le projet de A à Z et de ne pas tomber dans les travers de la spéculation et juste d'aller dessiner des crocodiles et de les vendre sans forcément une grosse valeur. Si tu veux me Euh, compléter, Ben, ouais, n'hésite pas. Ben. Bah, en fait, c'est exactement ce que tu dis, Nico. La plupart des projets aujourd'hui, des porteurs de projets, aujourd'hui, manquent cruellement d'une seule chose, c'est d'une vision globale de l'environnement blockchain. Actuellement, les gens, ils ont plus une vision d'investisseur. Voilà, la crypto, c'est une sorte de nouvel investissement qui remplace les actions, c'est les actions du nouveau millénaire. Mais la blockchain, c'est surtout une technologie, et c'est ce que on essaye d'apporter, ce que les, les- les advisors et les équipes techniques essayent d'apporter, c'est ce côté, OK,
la blockchain, c'est pas uniquement un business rentable d'investissement, c'est surtout une techno et comment est-ce que au sein d'un projet ou d'une entreprise déjà en place ou nouvelle, on peut venir utiliser cette technologie qui permet notamment des automatisations très importantes au niveau financier. Comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans votre entreprise et c'est ça les enjeux de la blockchain, plus qu'un côté spéculatif euh, qui n'a pas tant d'intérêt que ça au niveau intellectuel. Mais voilà. Top. Donc, je vois qu'il y a vraiment besoin de former une équipe, aussi bien au niveau advisory que technique. Justement, en termes d'accompagnement, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations? Comment faire pour être mieux accompagné pour développer son projet Web3? Fait, concrètement, est-ce qu'il faut mettre en place une équipe en interne? Est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'il faut faire appel à des prestataires? Est-ce qu'il faut un mix des deux? Quel type de personnes il faut exactement? Et comment avoir un bon accompagnement pour réussir son projet Web3? Ben, si tu veux répondre sur la partie notamment technique, si tu Ouais, veux. absolument. Euh, sur, dans, quand on a un projet actuellement, la plupart des porteurs de projets sont des gens qui viennent du monde de l'investissement ou d'un secteur très spécifique, type par exemple soit la finance, soit le marketing. En tout cas, ils ont déjà souvent une spécialité eux-mêmes. Donc, ils essayent d'apporter cette petite touche dans leur projet, mais plus largement, oui, comme toute entreprise, on est au sein d'une startup quand on lance un projet Web3 ou un projet blockchain. Donc, dans son entreprise, il faut trouver des bonnes compétences. Il y a vraiment deux façons de faire. Il y a la façon où on vient lever des fonds, recruter une équipe, sortir son projet, ce qui est un peu la façon classique des startups aujourd'hui et depuis le début des années 2000, des startups américaines surtout, où il y a aussi la technique plus agile Web3, où on vient trouver des associés qui eux-mêmes ont des compétences, trouver des prestataires qui sont parfois prêts eux-mêmes à s'associer au projet, ou plus largement des prestataires vraiment très spécifiques sur un domaine précis, type le conseil, le développement, le marketing ou autre, qui vont du coup avoir une action à un moment donné, le temps de pouvoir bien recruter son équipe, se former en interne. Et c'est cette méthode agile que l'on préconise à la plupart de nos clients ou que nos clients choisissent le plus. Pourquoi? Parce qu'elle est très rapide à mettre en place. C'est-à-dire que les gens donc, qui vont être mis dans le projet, au sein du projet, que ce soit au niveau technique ou au niveau marketing, ils sont déjà professionnels, ils connaissent leur secteur, ils connaissent le milieu, et donc ils vont pouvoir très rapidement lancer le projet. Là où quand on lance une équipe, on doit faire la phase de recrutement, qui prend beaucoup de temps, et surtout former des gens à un univers qu'ils ne connaissent pas forcément ou ne maîtrisent pas forcément. Donc du coup, ça prend plus de temps. Donc la technique agile avec des prestataires associés, c'est vraiment la définition du Web3 que nous on voit aujourd'hui et qui est vraiment déjà très implanté dans le domaine pour lancer son projet en tout cas. Merci Benjamin. Nicolas, tu avais Yes. d'autres sujets Alors, pour ajouter, rentrer juste un tout petit peu plus dans le détail pour donner un exemple, notamment sur la partie technique, comme Benjamin le disait au début, au niveau de la partie développement. Aujourd'hui, il y a des grosses entreprises Web3 qui ont du mal à trouver d'autres développeurs, des bons développeurs. Alors qu'aujourd'hui, admettons toi, Franck, tu es porteur de projet, tu veux créer un projet, tu vas forcément aller sur les Discord, chercher des développeurs et autres. Sauf que derrière, tu ne sais pas ce que vaut le développeur, même s'il est bon. Donc déjà, bon du premier coup, c'est pas forcément le cas. Et ensuite, si tu as besoin de deux développeurs, de un, il faut qu'ils soient bons du premier coup, les deux. Et derrière, il faut qu'ils aient l'habilité de bosser ensemble. Et ouais. s'ils n'ont pas déjà bossé ensemble, eh ben, il y a un temps d'adaptation derrière qui va être imputé au projet. Et du coup, l'agilité, il y aura beaucoup moins d'agilité. Et c'est pour ça que le mot vraiment référence, c'est l'agilité que nous, on préconise à tous les porteurs de projets que l'on rencontre pour qu'ils utilisent aussi les développeurs qui ont déjà une bonne expérience sur tous les projets qu'ils ont déjà mis en place, sur différents domaines en plus, et que derrière, nous, on peut les accompagner à former aussi leur propre équipe en interne. Donc, ils restent totalement agiles sur les allées et venues de leur projet. Top, c'est vraiment intéressant. Et justement, Benjamin, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as réalisé
de nombreux projets Web3. Est-ce que tu peux donner un retour d'expérience sur ce mode agile et comment tu as réussi à réaliser de nombreux projets Web3? Alors, au niveau Web3, j'ai monté en personnel deux projets qui sont totalement distincts. Un dans l'immobilier qui fait de la tokenisation pardon, immobilière. Donc là, relativement simplement, on vient couper des biens en tokens, vendre ces parts de tokens à différents investisseurs pour ensuite, eh bien, forcément, réunir une sorte de pool d'investisseurs pour acheter le bien, le louer, etc. Donc ça, c'est cette partie-là, ça c'est le business model de cette entreprise-là. Mais pour monter ce projet, en fait, simplement, on a monté une équipe très très rapidement avec, à ce moment-là, j'avais pas encore mon entreprise de développement, donc à ce moment-là, avec un prestataire de confiance français, avec qui on lui a expliqué, lui a exposé le sujet, il a été emballé, on a évalué ses compétences parce que c'est un gros point, c'est aussi savoir si les partenaires ont les compétences, forcément, il faut penser que ce sont des entreprises et qu'elles ont tout intérêt à dire oui et à accepter des projets, mais par contre, il faut bien vérifier qu'elles en ont la capacité euh, humaine, technique, absolument. Et ça, c'est un gros souci aussi qu'on pourra discuter. Et ensuite, eh bien, simplement, trouver des financements. Donc, je me suis associé avec un investisseur avec un budget relativement minime. On parle de 70 000 euros. Donc, pour monter une entreprise, certains pourraient dire que c'est élevé, pas élevé. Mais actuellement, 70 000 euros pour monter une entreprise avec un site complet dans blockchain, recruter du monde, etc., c'est relativement serré comme budget. Ouais. Et derrière, eh bien, on a testé notre market fit directement sans passer par des étapes de consensus. On a directement lancé sur le marché notre produit, recruté du coup, enfin, engagé une communauté client et derrière, voilà, c'est un business qui tourne relativement. D'un autre côté, donc ça c'est un projet que j'appelle plutôt blockchain qui n'est pas décentralisé pour le coup, puisqu'il y a une grosse centralisation. Et d'un autre côté, on a lancé un projet de finances décentralisées qui là est totalement dans un univers à part. En fait, on a fait un constat, c'est que bah, les gens, ils aiment investir ils aiment investir en crypto. La plupart ne savent pas soit comment, soit ils ne prennent pas le temps, soit ils n'ont pas de diversification suffisante. Donc on a pris ces trois points et on a monté un projet qui s'appelle Ant Finance et qui du coup vient réparer ça avec un seul token, donc qu'on appelle un token d'investissement en interne, qui lui en fait vient refléter la valeur de différents actifs financiers sous-jacents en fait. Donc il y a un portefeuille sous-jacent à ce token et donc les gens quand ils achètent notre jeton, ils achètent en fait tout le portefeuille de l'entreprise. Et là-dessus, on pourrait dire que c'est une idée hyper simple, ce qui est le cas d'ailleurs, mais en fait c'est une idée qu'on n'avait pas revue en tout cas dans l'univers européen. Et avec ce projet-là, on a monté en 4 mois une communauté de plus de 400 holders avec environ un portefeuille qui est évalué entre 1 million et 1,2 million, suivant les tendances du marché forcément. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour monter ce projet-là, pareil, on a fait appel à une méthode agile. Donc bon, là, du coup, j'étais en consultant plutôt déjà bien implanté dans la consultance et dans le développement. Donc cette partie-là, j'ai handle cette partie-là, donc j'ai géré cette partie-là. Et je me suis associé avec des gens qui connaissent le marketing et un marketing très précis, le marketing des investisseurs. Donc des gens qui connaissent des pools d'investisseurs ICO et autres, avec qui eh bien, on a monté cette communauté très rapidement. Le projet a été monté en un peu moins d'un mois, donc milieu d'année dernière, entre mai et juin. Et donc au début mai, on a eu l'idée, mi-juin, c'était lancé. Et c'est ça qu'on essaye de refléter avec la méthode agile, c'est qu'on peut lancer des projets très rapides ou des concepts sans forcément prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour lancer un produit sur le marché. Le but, c'est de lancer le produit le plus rapidement sur le marché pour voir s'il est viable et pas attendre des années, voir si c'est viable et ensuite voir ce qui se passe. Donc, c'est comme ça qu'on construit l'équipe. Donc, on est une toute petite équipe. À chaque fois, on est des petites équipes avec des leaders de leur domaine très spécialisés et on roule comme ça relativement facilement. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer des projets qui se sont bloqués par rapport à déterminer ou pas leur
product market fit. Et puis, en plus de ça, dès qu'ils ont réussi au niveau technique, ça prend des fois leur prendre plusieurs mois. C'est vrai qu'après, ils ont du mal à faire connaître leurs produits. Et le fait de trouver, on va dire, des partenaires au niveau marketing et aussi des partenaires financiers qui ont des pools d'investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans des ICO, je trouve que c'est une super idée. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah voilà, je veux lancer un projet, mais comment faire pour trouver des investisseurs pour lancer son coin ou faire connaître son projet? Euh, alors aujourd'hui, pour pouvoir vendre un projet, on est tous les trois investisseurs. Quand on investit, un investisseur, il va regarder son retour sur investissement. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Et déjà, si cette partie-là, pour l'investisseur, n'est pas claire au niveau du projet, c'est compliqué forcément de lui donner une vision sur le long terme et pourquoi il devrait croire en notre projet, même si l'intitulé est beau, la, la 3D, s'il y a des dessins, est belle. Derrière, il faut savoir ce que lui a comme avantage d'investir dans le projet. Et dans beaucoup de projets aujourd'hui, c'est un sujet qui ressort pas assez, en fait. Ce qui fait que les personnes ne vont pas forcément beaucoup vendre, en fait. Même pas du tout. Donc ça, c'est un point que nous, on demande. C'est la première chose à un porteur de projet. Quelle est la valeur ajoutée de ce token-là? Pourquoi tu veux créer un token ou bien, où on parle beaucoup de la hype des NFT aujourd'hui, pourquoi ils veulent créer un NFT? Quelle est la valeur derrière? Et on va travailler là-dessus pour qu'ils puissent ensuite, sur la partie marketing, créer une communauté et pouvoir le vendre par la suite. Top. Ben, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, absolument. Bah, j'ajouterais deux mots. C'est que actuellement, par exemple, nous, si un porteur de projet vient nous voir et que dans son projet, il n'a pas de utilities, parce que moi je s'appelle utilities, donc les utilités au sein de son NFT, de son coin ou autre, directement, la première chose qu'on va dire, c'est que son projet, il n'a aucune viabilité dans l'environnement d'aujourd'hui et dans l'écosystème blockchain. Du coup, ce qu'il faut, et ce que l'on fait pour lui, ou ce que l'on fait ensemble, c'est qu'on vient rechercher les utilities de son token, de son NFT, et si on ne trouve pas ou il n'y a pas d'accord sur ce principe-là, le porteur de projet, on est assuré, on va dire dans 90% des cas, que qu'importe le budget marketing, qu'importe la team ou autre, le projet aura une durée de vie très courte et pourra peut-être se vendre, certes, mais ne pourra pas faire, voilà, il ne pourra pas vivre au sein de l'écosystème blockchain et donc il finira par mourir au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois. Je pense qu'on connaît tous des projets comme ça qui sont arrivés, ont bien vendu ou très mal vendu et ont disparu très rapidement. Et pourquoi c'est exactement ça. C'est les utilities du projet, à quoi sert le projet et pourquoi un investisseur viendrait mettre des billes dedans s'il n'y a rien. Et forcément, on peut pas vendre du vent en fait, en blockchain actuellement. Tu as complètement raison, Ben. Moi, c'est vrai que moi, j'étais à Station F, donc c'est un des plus gros, enfin, c'est le plus grand campus à start-up au monde. C'était ça il y a plus de 3 ans. Et on entendait parler de ICO. Il y a eu beaucoup de ICO qui ont très bien fonctionné. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle des scams qui sont venus et qui ont un peu arrêté les ICO pendant plusieurs mois. Maintenant, on voit de nouveau des ICO qui se lancent. Ça devient vraiment très intéressant en termes d'investissement. Et souvent, en termes de porteurs de projet, forcément, tu as raison, il faut d'abord créer l'utility, savoir quelle est l'utilité du projet, pourquoi un investisseur va investir, pourquoi après l'utilisateur ensuite final va utiliser ce nouveau service sur la blockchain. Après, aujourd'hui, on peut entendre deux modes de financement qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a les ICO qu'on a parlé. Nicolas, tu as parlé de NFT. Forcément, c'est des utilités différentes. Quel est votre retour d'expérience? Est-ce que j'ai pu comprendre que vous étiez peut-être plus aujourd'hui dans tout ce qui est coin et ICO que NFT? Mais qu'est-ce que vous voyez comme mode de financement qui peut être, forcément en termes principalement par rapport aux utilities, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant, NFT ou ICO? Benjamin? En fait, très très simplement, aujourd'hui, par exemple, là, si je regarde notre portefeuille client au niveau de leur projet, on fait même plus de différence forcément entre ICO et NFT. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle hybride qui est en train de se créer, qu'on est en train de concevoir pour certains clients, qu'on appelle le INO, donc Initial NFTs Offering, dans le sens où
Les NFT, tout le monde l'a enregistré comme, voilà, c'est OK, c'est un environnement crypto, c'est une image ou un token ou autre, enfin, ça dépend comment les gens l'interprètent et le comprennent. Mais en tout cas, les gens l'ont relativement bien intégré. Donc, c'est une porte d'entrée relativement facile pour n'importe quel investisseur de, de relayer un NFT plutôt qu'un token, etc. Ça a une image un peu différente. Mais du coup, pour lever des fonds et avoir un projet qui est entre l'ICO et le projet NFT, en fait, le porteur du projet vient concevoir une collection NFT plutôt de cartes de membres d'investisseurs. Si voilà, je suis Ah, membre investisseur du round 1, membre investisseur du round 2 ou de la pre-sale. Et ce ouais, NFT-là est attaché à un déblocage de jetons, à d'accord. des avantages sur l'application finale, etc. Et le gros intérêt que l'on voit, nous, d'un point de vue technique, c'est qu'en fait, on peut très facilement, grâce à ce type de NFT, distinguer un investisseur de pre-sale d'un founders, Ouais. d'un round 1, d'un round 2, etc. Et leur donner des avantages comparatifs intéressants en Hmm, fonction du type de NFT qu'ils possèdent. Sachant également, et là c'est le gros intérêt pour les porteurs de projets et les investisseurs, c'est que les NFT sont des marchés qui sont relativement liquides par rapport aux ICO il faut attendre que le jeton soit listé. d'accord. Un NFT peut s'échanger très facilement entre deux portefeuilles Ouais, sur des marketplaces ou autres. Ce qui veut dire, c'est que un NFT qui, par exemple, je prends un exemple simple, j'ai mon ouais, NFT de mon entreprise A qui ouais, a une allocation de 10 000 jetons de cette entreprise A. ouais, Par exemple, voilà, je n'ai débloqué actuellement que 5 000 jetons de mon NFT. Donc mon ouais, NFT, entre guillemets, possède encore 5 000 jetons. ouais. Si je le revends à un autre investisseur, il vient du coup racheter mon NFT, mais il ne vient pas racheter juste le NFT pour avoir l'image, il vient surtout acheter l'NFT pour avoir les 5000 jetons et l'ensemble des avantages. Moi, en contrepartie, ok, je garde mes tokens que j'ai déjà libérés, cependant, je perds mes avantages au sein de la plateforme ou de l'écosystème du projet. Ah, Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, on essaye de créer des modèles comme ça pour des projets qui vont sortir d'ici cet été, septembre et autres. Et c'est des modèles qui sont très, très intéressants et qui plaisent beaucoup aux porteurs de projets et qui commencent à beaucoup plaire aux investisseurs avec lesquels on discute. Ce pas des modèles qui sont encore vus sur le marché francophone, qui débutent à peine sur le marché anglophone et qui va, je pense, après, c'est aussi un pari que l'on fait, et qui, on pense, est un bon compromis entre les deux, puisque c'est très simple d'investir. On achète un NFT, deux NFT, trois NFT à un prix fixé, et puis voilà, quoi, on a un certain avantage derrière. donc l'investisseur qui rachète un NFT au premier investisseur qui était là au round 1 rachète bah, en fait donc le NFT et tous les droits du premier investisseur. Donc forcément, il a tous les droits et celui qui a acheté en premier bah, perd tous ses droits. C'est bien ça. Exactement, il perd ses droits. Et par exemple, le seul point qui peut être litigieux, c'est quelle allocation en token le NFT garde, enfin contient. Parce que voilà, si l'investisseur, parce que tu sais bien, il y a des vestings qui existent, en tout cas sur les ICO, etc. Donc, possiblement, si voilà, le NFT est vendu un peu tard, il y a peut-être 60%, 70% des jetons qui ont déjà été libérés, mais le NFT en possède encore une certaine partie. Donc, c'est ça aussi qui vient intéresser l'investisseur. Pourquoi ceux qui rachètent le NFT, pourquoi? C'est qu'il va récupérer des jetons à un prix qui est relativement intéressant, puisqu'ils ne sont pas encore libérés et que le listing est peut-être pas encore fait, ou en cours, ou très proche. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent intéresser d'autres investisseurs qui sont à la recherche du coup de petites pépites et qui cherchent du coup à se, à investir en tout cas, soit en retard parce qu'ils ont été en retard sur le projet, Ouais. soit à augmenter leur bague sur un projet qui leur plaise. Donc, Et, ouais, et, ouais. vas-y, je t'en prie. Et je disais, et dans l'autre sens, un investisseur qui, pour une raison XY, n'a plus l'envie de rester dans un projet, que ce soit financier ou autre, totalement autre, eh bien, il peut se libérer de ça sans attendre que le projet ait besoin de lister son token, ce qui est vachement bien pour lui, parce qu'il peut le vendre à un proche très facilement, le Ouais. vendre sur les marketplaces ou autre. Donc c'est très très bénéfique. Très intéressant. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose dessus?
Bah, il a dit que des bonnes choses, Benjamin. Après, pour résumer, ça va amener une énorme flexibilité pour les investisseurs. On va pouvoir tracer aussi la propriété de ces NFT, comment ils sont liés aussi à la communauté. Et aujourd'hui, le Web3, il est complètement lié à une communauté. On en voit tellement, notamment sur Discord. Et ça va permettre de dire, OK, tu es investisseur de ce projet-là, moi aussi ou pas, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux sortir facilement, tu peux y re-rentrer et derrière, il y a un certain degré d'appartenance pour apporter encore plus de choses au projet et c'est super intéressant derrière. Parce que c'est vrai que Benjamin, tu disais qu'il y a cet intérêt quand tu crées en fait un NFT avec des utilities pour des investisseurs, ils vont pouvoir après revendre ce NFT beaucoup plus facilement qu'un token. Mais peut-être, est-ce qu'on n'a pas plus de mal à trouver ces premiers investisseurs? Souvent, lorsqu'on fait une ICO, ben, on a la possibilité de lister son ICO, de faire faire des airdrops, d'être sur nos nombreux sites internet qu'on ne va pas forcément trouver si on crée un nouveau projet en vendant des NFT. Donc, comment résoudre ce problème et trouver autant d'investisseurs, en tout cas de personnes qui peuvent être potentiellement intéressées pour acheter des NFT au lieu d'acheter des tokens lors du ICO? Bah, en fait, tout va se jouer sur la communication parce que, parce qu'en fait, il faut bien faire comprendre aux investisseurs d'ICO et aux investisseurs NFT que là, c'est un modèle qui est hybride et qui vient du coup à la fois être complaisant avec les investisseurs NFT et complaisant avec les investisseurs ICO parce qu'en fait, les deux mondes se rejoignent sur la même idée, un peu un principe commun. Et donc, il n'y a pas forcément de problématique à venir convaincre des investisseurs plus ICO et des investisseurs plus NFT. Je pense que les investisseurs, en lisant les quelques lignes sur la façon dont c'est pensé, vont directement y voir leur intérêt et comprendre le mécanisme, puisqu'en vrai, il est relativement simple et il paraît presque évident quand on y pense actuellement sur le marché. Ça paraît assez logique et c'est une continuité de la transformation des ICO et la transformation du marché. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, en tout cas, à se faire comprendre des deux communautés. Et surtout, si je peux rajouter une partie, l'investisseur, que ce soit un projet Web3 ou pas, il va surtout voir la proposition de valeur aussi du projet. Après, l'explication va se faire sur pourquoi l'INO, pourquoi le NFT, et c'est ce que nous, on apporte aussi comme explication pour montrer aussi cette certaine flexibilité par rapport à toute la stratégie qui est codifiée, évidemment, la stratégie financière si c'est un produit DeFi, qui va amener cette proposition de valeur et l'investisseur va pouvoir se projeter et dire, OK, je sais que je peux gagner ça, je sais que la vision de l'entreprise, c'est tel ou tel, aura tel ou tel impact, ce genre de choses. Excellent. Bah, merci pour ces réponses. J'aurais une dernière question à vous poser. Là, on va parler dans la quantité de ICO token, on va parler de finances décentralisées. Est-ce que vous pouvez me donner des retours d'expérience ou des conseils pour bien justement investir dans la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi? Alors, bien investir dans la finance décentralisée, déjà, comment rentrer dans la finance décentralisée? Donc, on peut y accéder directement si on a un compte, dans un premier temps, Binance, donc qui est un exchange centralisé, et on peut envoyer ces tokens sur un exchange décentralisé. Si on reste sur Binance, la Binance Smart Chain, ce sera notamment PancakeSwap. Maintenant, s'il y a un investisseur, admettons, toi, Franck, tu as des fiat, des euros sur ton compte en banque et que tu veux aller directement dans la finance décentralisée, c'est-à-dire avoir la pleine propriété aussi de tes tokens, parce que quand on est sur un échange centralisé, on n'a pas ce qu'on appelle une clé privée, on n'a pas la pleine propriété de nos tokens. Tu peux passer par des systèmes qu'on appelle le on-off ramp. Donc le on-ramp, c'est le fait de passer de fiat, donc euro, à crypto sur la DeFi. Et le off-ramp, c'est le contraire du coup de passer de tes cryptos à l'euro. Donc directement sur ces plateformes, il y a Mon Pèlerin, il y a Ramp et il y en a aussi, d'autres. Donc ceux qui veulent aller voir, ils pourront aller voir et tester. Et ensuite aller directement sur des protocoles pour pouvoir investir leur argent
avec le token qu'ils ont pu acheter directement via la partie off et on-ramp, du coup. Merci Nicolas. Benjamin, est-ce que tu aurais des conseils pour Moi, ouais. investir dans DeFi? Moi, je vais être plus un peu dans le concret. Moi, je pense que pour investir en défi, déjà, il faut comprendre les plateformes. Donc, bien lire les docs. Toutes les plateformes, on va dire un peu sérieuses, ont une documentation qui explique le fonctionnement technique, théorique, etc. Et par exemple, moi, en titre personnel, en défi, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les plateformes d'optimisation de stacking. Donc, ça va être des plateformes qui vont améliorer les rendements sur le stacking, par exemple sur Pancake ou le stacking sur d'autres plateformes. Et Ouais. surtout, j'ai moi un créneau qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup, c'est le secteur des play to earn. Alors là, du coup, forcément, les play to earn, ça a trait aux jeux vidéo Ouais. et également à l'investissement. Donc moi, c'est deux secteurs qui me parlent. Donc c'est vrai que j'y accorde beaucoup de temps et d'intérêt. Et donc là, du coup, bah, moi, je focus un secteur qui m'intéresse. Et forcément, quand on est investisseur et que le secteur nous plaît, bah, on a une tendance à, un, découvrir plus en plus de choses, et deux, avoir comme des meilleures réflexions sur l'investissement, puisqu'on va pouvoir prendre le temps de développer des stratégies d'investissement intéressantes, de voir ce qui ne fonctionne pas. Parce que moi, je vois trop d'investisseurs qui voient les défis un peu comme. Moi, je vois les défis, il faut la voir un peu comme une jungle. Il y a les projets sérieux, il y a les scams, il y a les pump and dump, il y a beaucoup, beaucoup de domaines. Et forcément, on ne peut pas être partout à la fois. C'est humain, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, moi, ce que je conseillerais personnellement, c'est prendre quelque chose que l'on comprend, Bien sûr. parce que 90% des gens ne comprennent pas pourquoi ils investissent. Ça, faut le savoir. Euh, donc, comprendre dans quoi on investit et prendre quelque chose pour lequel on a un intérêt, une petite passion ou autre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en décentralisé, des NFT, des jeux, etc. Et d'autres plateformes. Et comme ça, on va pouvoir se l'approprier plus facilement, s'y intéresser et y rentrer plus facilement. Sachant qu'en décentralisé, on peut trouver des investissements très intéressants et très corrects avec des billets d'entrée vraiment faibles. Voilà, il y a des projets avec des billets d'entrée à 50, 100, 200 dollars. On peut commencer à avoir des rendements intéressants qui vont de 3 à 8% sans avoir à investir ou bloquer des sommes colossales. Forcément, c'est des sommes sur 8% sur 200 ou 200 dollars, ça ne change pas une vie. Mais ça commence à être intéressant en termes de rendement si on réfléchit uniquement au pourcentage pur. Bah, bien sûr, c'est vrai que 8%, c'est déjà beaucoup plus intéressant que l'investissement préféré des Français, qui est le livret A. Et puis, quand les Français ou n'importe quelle personne laisse de l'argent sur son compte courant en fiat à la banque, bah, forcément, bah, ça perd de l'argent avec l'inflation. Bien sûr. Tu as parlé en amont, avant tout ce qui est play and earn, donc pour l'investissement dans les jeux vidéo, de stacking. On sait par exemple que crypto.com propose de stacker ces différentes monnaies, ces coins, avec des rendements qui sont bien. Des fois, on peut trouver éventuellement d'autres solutions, type peut-être Moonbeam, qui peuvent proposer des stackings plus intéressants. Vu que tu as parlé de ça, Benjamin, est-ce que tu peux donner ton retour d'expérience sur, pas plus précis, est-ce que tu as des exemples concrets où ça peut être intéressant de stacker des coins? Ouais, alors un exemple qui moi, m'a beaucoup apporté ses fruits, par exemple, l'année dernière, c'est tout simplement les plateformes de cake, donc Pancake, donc ça, Oui. vraiment le leader. Ouais. Et en fait, derrière, c'est d'aller. Pancake, eux, ils viennent faire des partenariats avec des projets qui permettent de récupérer, lorsque l'on vient déposer des cakes, donc la monnaie de la plateforme, Ouais. récupérer d'autres tokens. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on n'a pas besoin d'investir directement dans le projet pour collecter des tokens d'un autre projet. Donc, il faut être un peu malin là-dessus parce que, on joue du coup avec nos cakes et du coup, bah, forcément, si on croit dans la plateforme d'un pancake, bah, forcément, on a tout intérêt à les conserver. Donc ça, on est sur un produit plus long terme. Et on récupère à court terme un rendement sur un autre jeton. Et donc là, on fait un pari sur le fait que cette plateforme ou ce produit-là va exploser. Et ce qui est intéressant,
si je reviens sur la catégorie jeu, Oui, c'est que l'on peut du coup collecter, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont circulé en 2021 et là en 2022 ça commence aussi à sortir, collecter des jetons d'un jeu qui va nous permettre d'acheter par exemple un premier personnage ou d'entrer dans le jeu de façon un peu gratuite, puisqu'on les a récupérés relativement facilement, sans les acheter directement, c'est ce que je voulais dire. Et de là, soit jouer dans l'univers du jeu et récupérer de nouveaux jetons. Et donc là, il y a des projets qui permettent de récupérer parfois relativement simplement avec un personnage, 10, 15, 20 dollars par jour. Et je ne parle pas de ceux qui peuvent récupérer beaucoup plus oui. lors de l'explosion d'Axis Infinite ou autre, par exemple. Mais je parle de projets un peu plus terre à terre parce qu'il y a des exceptions toujours. Et derrière, il y a même la possibilité de ne même plus avoir besoin de jouer, où l'on peut, quand on atteint un certain niveau de flexibilité sur la DeFi, prêter ces tokens à d'autres utilisateurs qui, eux, vont l'utiliser pour jouer, et donc faire du prêt, tout simplement, à d'autres utilisateurs très facilement et récupérer des intérêts et être un peu faire jouer le rôle de la banque auprès d'autres utilisateurs. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, il y a vraiment plein d'aspects et plein de visions très différentes et je pense qu'on peut toujours trouver l'investissement que l'on souhaite en défi en regardant un petit peu. Par contre, il faut savoir que c'est un peu chronophage et qu'on est vraiment on est seul face à nos investissements et face au projet. Donc il faut se poser, prendre le temps de lire et de essayer de comprendre et pourquoi pas poser les questions sur les Telegram ou les Discord aux porteurs de projets pour avoir des réponses très claires et se faire un avis plus précis. Excellent. Benjamin, merci pour toutes ces réponses. Nicolas, pour finir l'interview, est-ce que tu peux donner ton retour d'expérience sur cette question que je viens de poser à Benjamin, sur tout ce qui est stacking et éventuellement play and earn? Alors, sur la partie DeFi, pour pouvoir investir, il faut comprendre. Il faut pas tout comprendre, mais comme l'a bien dit Benjamin, c'est une vraie jungle. C'est une vraie jungle. Il y a plusieurs protocoles. Quel protocole choisir? On ne sait pas toujours quel protocole choisir. Après, au début, ce qui est le mieux, c'est de commencer sur les plus gros, ceux qui ont notamment le plus de total value lock, de TVL, le plus de liquidité à l'intérieur pour commencer. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer qu'avec 50 dollars, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des rendements qui sont quand même assez intéressants. Après, on va pas mettre la partie risque, mais déjà au niveau juste pourcentage pour tout le monde à partir de 50 dollars. Aujourd'hui, dans la finance actuelle, pour avoir ce type de rendement, des fois, on doit faire appel à des banques privées où on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 millions en compte en banque. Donc, ce n'est pas permis à tout le monde. Là, la finance décentralisée, elle va mettre tout le monde sur le même piédestal et permettre d'avoir des plus gros rendements avec un plus petit investissement. Maintenant, j'ai fait comme Ben sur la partie cake sur PancakeSwap. Et pour cette partie-là, vraiment pouvoir se renseigner sur le projet, sur le token qu'on va pouvoir gagner. Et c'est en se renseignant, en posant les questions, qu'on va permettre de comprendre les processus d'un projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour se faire vraiment une idée de comment tout fonctionne. Vraiment comment tout fonctionne dans la finance décentralisée. Et après, c'est là où on va pouvoir créer ses propres stratégies, parce que derrière, on peut aller sur un protocole de lending borrowing, par exemple, où on va positionner en collatéral nos bitcoins ou nos ETH. On sait que ça peut monter ou pas sur le long terme, et on va pouvoir reprendre encore de la liquidité pour l'investir à un autre endroit, avec des risques plus ou moins importants par la suite. Donc il y a tellement de stratégies à mettre en place. Il faut déjà se focaliser sur une seule, bien comprendre et y aller vraiment step by step pour ne pas se faire avoir. Vraiment. Merci Nicolas. Benjamin, pour avoir plus d'informations sur tes différents projets, dont ton projet qui m'intéresse parce que je fais un peu d'immobilier, comment on fait pour avoir plus d'informations sur tes différents projets? Tout simplement en prenant contact direct sur LinkedIn, D'accord. LinkedIn ou directement aussi sur notre site, enfin sur le site d'Enea, on peut nous contacter facilement, récupérer mon mail également.
je suis relativement très disponible, ouvert en tout cas à la discussion, toujours à l'échange. Donc, il faut jamais hésiter à contacter. Et c'est même un conseil plus large sur tous les entrepreneurs du Web3, c'est que la plupart sont très ouverts et on peut très facilement discuter avec tout le monde Ouais. sans trop de soucis, sans barrière. Ouais. Eh ben, merci, justement, c'est le mot de la fin. Bah, j'étais content de discuter avec vous. Nicolas, comment faire pour te contacter? Bah, écoute, moi, c'est la même chose. Nicolas Capuccio sur LinkedIn. Du coup, Benjamin, c'est Benjamin Bouchard, du coup, sur LinkedIn. Et sur enea.dev, dans tous les cas, on échange avec Benjamin sur les porteurs de projets, s'ils ont une idée, s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont besoin aussi sur la partie technique de développeurs. Donc, on est vraiment ouvert à tout, ouvert à la discussion et surtout assez flexible en fonction des projets qui seront proposés. Donc, nous, on est ouvert à l'innovation, à la rencontre de nouveaux entrepreneurs Web3. Donc, on vous accueille à bras ouverts, en tout cas. Super, bah, je mettrai les liens donc, de toi, Benjamin, et de toi, Nicolas, plus le lien du site Eneadev pour que si les gens ont Yes. besoin d'accompagnement, comme on l'a dit en amont, pour réussir un projet Web3. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup à toi, Merci Franck. beaucoup, Franck. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt.